Bonjour les amis, aujourd'hui on va présenter rapidement l'entreprise MTN Group, qui est une entreprise de télécommunications sud-africaine et la plus grande du continent. Alors cela ne va pas être une analyse euh, de bourse en allant analyser les états financiers, mais plutôt une analyse de l'entreprise. Qu'est-ce que fait l'entreprise, d'où elle vient et pourquoi elle est intéressante. Donc voici le président de MTN et c'est la page qui célèbre les 30 années du groupe. Le président de MTN depuis 2020 est Ralph Mupita et je dois dire que c'est un très bon gestionnaire qui a su désendetter le groupe, sécuriser le groupe en une période très compliquée en termes de volatilité des taux de change et politique avec le Covid. Il a su solidifier l'entreprise et également se séparer de certains actifs qui sont pas stratégiques ou qui étaient à problème dans certains petits pays. Donc l'histoire du groupe, ben, c'est l'histoire de la démocratie en Afrique du Sud, de la fin de l'apartheid. Et juste en ce moment, ça correspondait au début des télécoms. Et donc en 1994, MTN, avec l'aide de l'État, une certaine participation de l'État, s'est fondé ce groupe et qui a obtenu deux licences cellulaires pour faire voilà, du service de téléphone mobile en Afrique du Sud. Ils ont commencé à construire leur network, leur réseau. Et alors c'était 8 mois après le compétiteur qui est state-owned, ce qui veut dire qui était contrôlé, propriété de l'État. Et ensuite, en 1995, euh, une partie de MTN a été listée à la bourse de Johannesburg, ce qu'on appelle le JSE. Voilà. Bon, là, c'est pas très important, c'est le prépay. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'en 1997, ils ont commencé leur expansion internationale. 1998, ils ont donc acheté des licences dans certains pays, Ouganda, Rwanda, Swaziland. Et 1999, 2 millions de subscribers, donc de membres, de clients en Afrique du Sud. Alors 2000, bon, lancement au Cameroun. 2001, très important pour l'entreprise, ils ont obtenu une licence au Nigeria. 2002, changement de groupe à MTN Group. Ensuite, 2003, 7 millions de clients et 1 million de clients actifs au Nigeria. Ensuite, alors 2005, beaucoup d'expansion internationale, Botswana, Côte d'Ivoire, Congo-Brazzaville, Zambie. Donc 2006, ils ont acheté pour 5 milliards de dollars une entreprise de Dubaï qui s'appelle Investcom. Mais ce qui se passe, c'est que Investcom était présente dans beaucoup de pays, ce qui a fait que MTN, grâce à cette acquisition, est passé de 11 à 21 pays. Voilà, par la suite, ce n'est plus les débuts, donc l'histoire est plus calme. On va s'arrêter là. 2009, 116 millions de clients. 2011, 164 millions de clients. La croissance est énorme. Aujourd'hui, le groupe, c'est ça. Bon, ça, c'était il y a un an. 289 millions de clients. Un revenu de 200 milliards de rand. Donc, à vue de nez, ça fait 10 milliards de dollars. Une présence, vous voyez, dans tous ces pays-là, donc principalement l'Afrique du Sud, la base, le Nigeria, le deuxième gros marché, ensuite la somme des pays d'Afrique de l'Ouest. Un peu moins important, ce sont bah, les petits pays d'Afrique centrale, là, Botswana, Zambie, et là c'est le Soudan. L'Iran, c'est un pays très important, mais il y a des sanctions économiques sur l'Iran. Malheureusement, en ce moment,
il y a une sorte de guerre au Moyen-Orient, donc il y a des difficultés avec le taux de change et avec sortir de l'argent de l'Iran. Heureusement, ce n'est pas très primordial, pas très important dans les résultats du groupe. C'est une joint venture, c'est-à-dire que c'est pas consolidé dans les comptes. C'est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'ils ne détiennent que la moitié ou un peu moins de la moitié ou un peu plus de la moitié du groupe. Et donc, c'est une sorte de filiale un peu à part. Ça veut dire que si la filiale coule, il se passe rien pour la maison mère. Mais s'il y a des bons profits, on peut les rapatrier. Ce qui est intéressant, donc sur les près de 300 millions de clients, seulement la moitié utilise la data. Les autres, ils sont encore au SMS. Donc il y a potentiel pour qu'ils utilisent la data et plus de services. Alors c'est 69 millions de Momo users. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est mobile money. Donc ça, c'est très très intéressant. Ça croît très très vite. Euh, donc sur les revenus de 196 milliards, on a près de la moitié qui sont la data et environ 10%, un peu moins, qui sont la fintech, donc le mobile money. La fintech, ça croît très très vite et ça a beaucoup d'avenir. Mais on va le voir plus tard, c'est pas toujours super tech. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? La tendance sur le trafic de data, c'est énorme. Donc ça passe de voilà, data en pétabytes. On va dire ça, une base 100 au premier quarter 2019, premier trimestre, à 580 en 3 ans. Pardon. Alors, c'est une croissance énorme de la data, mais ça ne veut pas dire que les revenus de l'entreprise augmentent aussi vite, parce que à mesure que la data se démocratise, le prix par mégabit ou gigabit, bah, ça diminue. Donc, l'entreprise va peut-être pas gagner plus à ce niveau-là, mais c'est quand même quelque chose, un indicateur intéressant. Par contre, pour la fintech, c'est différent. Donc déjà, ça augmente de manière énorme. Ça passe de 90 à 326, le nombre de transactions, de volume de transactions par quarter. Donc ça fait plus de x3 en 3 ans. Là, par contre, l'entreprise peut obtenir une commission proportionnelle au volume de paiement, que ce soit exprimé en dollars ou en rand. Alors, qu'est-ce qu'on va voir de plus? Euh, Alors, on a fait l'histoire. Voilà, sur les fintech. Alors, au premier semestre, H1, ça veut dire premier semestre. Ça, c'est un chiffre énorme et qui devrait rendre fiers les Africains aussi. Donc, en un semestre, il y a 146 milliards de dollars qui sont passés par MTN Mobile Money. Ça veut dire qu'en un an, c'est 300 milliards de dollars. Par exemple, le PIB de la France, je viens de regarder, c'est moins de 3000 milliards de dollars. Ça veut dire que plus de 10% du PIB de la France, il est passé par Mobile Money euh, en un an. Et ce chiffre a été multiplié par 3 sur les dernières années. Donc, il n'est pas du tout impossible que dans 10 ans, la somme des transactions qui passent par Mobile Money, il soit beaucoup plus grand que le PIB de la France. Il y a 2 milliards de dollars de remittances. Les remittances, c'est les gens qui s'envoient de l'argent d'une personne à l'autre, souvent pour de l'aide, pour aider un membre de sa famille. Donc en un semestre, 2 milliards de dollars. Et voilà, 66 millions d'actifs, utilisateurs actifs en 2024. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup de futur. Par contre, une chose un petit peu négative sur le calcul des transactions, c'est-à-dire qu'il calcule aussi si tu as des fonds sur ton compte virtuel Momo et que tu veux les retirer en cash, ça va compter comme une transaction et ils vont prendre une commission. Environ la moitié des transactions, ça consiste en gros à retirer l'argent de ton compte Momo vers du liquide, en billets. Donc là, il est possible que les gouvernements, à terme,
commence à forcer l'entreprise à baisser ses commissions sur cette partie du business. Pour compenser, MTN développe beaucoup tout ce qui est paiement en ligne, euh, assurance en ligne, services plus de type bancaire en ligne, et pour vraiment pour en faire comme une sorte de Apple Pay, mais ou beaucoup plus que Apple Pay, ou plus comme PayPal ou ce qui est en Chine, comme Alipay. Voilà pour la partie. Ils ont aussi un service qui s'appelle Biobab. En fait, c'est un service. Ils donnent, ils ont tous ces câbles sous-marins et de l'infrastructure qu'ils peuvent louer à d'autres opérateurs télécoms. Et donc, ils obtiennent ainsi de l'argent de cette manière. Voilà, ça c'est ce que j'avais dernièrement, le trafic de data qui augmente tous les semestres, le nombre de vendeurs qui vendent des produits directement sur Momo, le nombre de personnes qui utilisent la data. Et je voulais finir par une représentation de l'entreprise. Donc ça, c'est ses revenus et les profits. Alors l'entreprise croissait plutôt bien jusqu'en 2015 où les profits se sont effondrés. Qu'est-ce qui s'est passé en 2015? Eh bien, une pression du gouvernement nigérian énorme. En 2015, MTN a mis une amende de 5,2 milliards de dollars, ce qui est une somme énorme par rapport au profit de MTN qui était plus dans les 1 milliard de dollars peut-être. J'ai pas fait la conversion à 23 milliards de rand, 1 ou 2 milliards de dollars. Donc une amende qui fait plusieurs fois leur profit annuel. Pourquoi? Pour n'avoir pas déconnecté des clients qui n'avaient pas bien fait leur inscription pour les cartes SIM en disant qu'il y avait un risque de terrorisme. Alors si vous avez suivi toute l'affaire de la raffinerie Dangote, on peut voir que Dangote a eu beaucoup de bâtons dans les roues pour développer sa raffinerie, beaucoup de contrôles, peut-être certaines fois intempestifs pour lancer sa raffinerie, des critiques, des problèmes régulatoires avec les régulateurs. Et ça l'a découragé de faire d'autres projets dans son pays. Donc il y a une vision un peu complotiste qui fait dire que oui, c'est parce qu'il y a des grandes personnes au pouvoir qui veulent pas qu'il y ait euh, de l'industrie qui se développe au Nigeria. Il y a des intérêts, c'est sûr, mais en fait, les problèmes qui ont été mis contre la raffinerie de Dangote s'inscrivent dans une longue culture, une longue histoire de un peu racketter les grandes entreprises et d'autant plus les entreprises étrangères. Donc là, en fait, comme MTN gagnait énormément d'argent, donc si on a une vision communiste de la chose, voilà, MTN qui fait ses profits, la moitié ou un peu moins de la moitié qui viennent du Nigeria. Si on a une vision communiste de la chose, on dit ah, ils exploitent le Nigeria. Mais si on a une vision capitalisme de la chose, comme moi j'ai, là, c'est qu'ils ont fait des investissements, ils ont gagné le marché, et quand on fait des investissements, c'est pour obtenir un profit par la suite, et ils obtiennent un profit par la suite. Alors bien sûr, chaque année, ils continuent de faire des investissements, et ils font de nouvelles tours, les antennes, etc. Et même par endroits, ils mettent la fibre pour que ça aille plus vite. Mais voilà, ils gagnaient tellement d'argent au Nigeria que le Nigeria les a rackettés, hein, il y a pas d'autre chose à dire. Et ils ont fait ça avec d'autres entreprises sud-africaines. Donc, et sûrement avec des entreprises occidentales, peut-être dans une moindre mesure, parce qu'elles ont un peu moins de contacts pour faire du lobby, les entreprises sud-africaines. Ils les ont vraiment rackettés et quand c'est passé, vous allez voir, en 2015, le cours de bourse, il s'est éclaté par terre. Voilà, en 2015, le cours de bourse est tombé. Par la suite, il y a eu des négociations. Je ne sais pas si c'est marqué dans, dans l'article, non.
Mais ils ont réussi, après des années un peu de négociations, à faire baisser l'amende, mais ils ont quand même payé énormément. Et ils ont eu des années plus difficiles où ils ont perdu de l'argent bah, pour repayer l'amende et aussi des problèmes de, de taux de change. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour résister à ça? Mais en fait, comme l'entreprise, elle gagne plein d'argent dans les pays dans lesquels elle opère, elle gagne trop d'argent et ça pose problème. Ça pose problème aux gouvernements locaux qui aiment pas ça et qui cherchent une source à racketter, soyons clairs. Et aussi, c'est populiste de dire on va reprendre de l'argent, ils nous exploitent. Donc ça, voilà, MTN, c'est une entreprise sud-africaine avec beaucoup d'actionnariat entre guillemets noir, mais en même temps, ça s'appelle officiellement comme ça dans le rapport sur le site internet de MTN. Donc voilà, c'est pas par rapport à la couleur, c'est dès qu'il y a une cible à prendre, voilà, on taxe. Qu'est-ce qu'a fait MTN? Eh ben, ils se sont dit qu'il faut que les intérêts soient alignés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait au Nigeria des gens qui profitent des profits de NTM. Comme ça, ils vont être dans leur camp pour les protéger. Donc, ils ont commencé par le Nigeria, mais dans beaucoup de pays, ils ont fait ça. Ils ont mis sur la bourse locale la filière de MTN. Ça veut dire que sur la bourse du Nigeria, il y a MTN Nigeria. Et il y en a d'autres en Afrique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de Nigérians, de fonds nigérians, de grosses fortunes nigérianes qui maintenant ont des actions de MTN Nigeria. C'est-à-dire que maintenant, si l'État nigérian veut taxer ou racketter MTN une autre fois, ça va aller à l'encontre de l'intérêt de beaucoup de gens riches nigérians et même de gens en général qui vont dire, voilà, pourquoi vous nous taxez les profits sur nos investissements à nous. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Depuis, les profits sont remontés progressivement bien et jusqu'à la dévaluation très forte du Naira, donc la monnaie nigériane en 2023, ce qui est causé par la hausse des taux aux États-Unis, une dislocation sur le marché mondial des monnaies, beaucoup de pays émergents ont vu leur monnaie baisser. Mais ça, c'est que du court terme en fait, puisque la valeur de la production des gens ne disparaît pas d'un jour à l'autre, et ça va s'équilibrer et revenir à la normale. Voilà, donc le cours de bourse a pas mal chuté. Il a chuté plus pendant le Covid, parce que pendant le Covid, c'était un peu la panique et les gens ils vendaient tout ce qui était exotique. Ça remontait bien après. Et après, quand les taux de change ont commencé à partir dans tous les sens, avec la baisse du Naira, la baisse de la monnaie du Ghana, etc., ça a un peu rechuté. Et maintenant, je pense qu'on peut être assez positif sur le long terme, en tout cas si on est positif sur l'Afrique. Le rendement du dividende actuel est de 3,68%. Pourquoi? C'est pas très élevé, parce que l'entreprise gagne beaucoup plus que ça, mais c'est parce que l'entreprise se concentre pour rembourser ses dettes. Voilà, donc c'est une entreprise intéressante qui est fortement liée ou complètement liée à l'avenir des télécommunications et des échanges financiers et de data dans le continent. Maintenant, est-ce que c'est un bon investissement? Ça, c'est une question qui ne peut être répondue, je pense, que par écrit, avec une analyse sérieuse. En tout cas, moi, je trouve que c'est une entreprise intéressante et une des plus puissantes en Afrique, qui est africaine aussi, même si pour moi, c'est pas un critère spécial, mais pour certains, ça peut être un critère important, et qui a une assise dans plusieurs pays. L'avantage par rapport à une entreprise qui serait seulement dans un pays, où là, il y a plus de risques payés. Là, les risques sont diversifiés, même si je pense qu'il n'y a pas énormément, il n'y a pas vraiment de risques en Afrique du Sud. Euh, Au Nigeria, c'est un peu plus volatile, même si l'opportunité à long terme est toujours là. Voilà, bah, j'espère que ça vous a intéressé. Et puis bientôt, je ferai une autre vidéo sur un autre thème. Merci.